Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de l'Atelier culturel, une émission de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université catholique de Lille, présentée par Alyosha Walasowski et réalisée par David Frémy, Laurent Gaudin et Timothée Deglave. Aujourd'hui, notre thème, droit et littérature. En effet, ces deux domaines, le droit d'un côté, la littérature de l'autre, semblent tout à fait opposés. D'un côté, le droit, avec un ensemble de lois et de textes codifiés, institués, qui engagent des normes et une organisation de la société, et s'appuyant sur une rationalité argumentative. De l'autre, la littérature, c'est-à-dire l'imaginaire, l'imagination, la fiction, la création, l'invention d'univers, qui anime toute la tradition littéraire depuis la poésie jusqu'au théâtre, depuis l'Antiquité jusqu'à la modernité. Et pourtant, nous allons essayer aujourd'hui de réfléchir au lien entre ces deux univers. Certains parlent parfois entre droit et littérature de dialogue de sourds, de liaison dangereuse. D'un côté, il y a le tout est possible de la littérature, c'est-à-dire la plume inventive de l'écrivain. De l'autre, il y a le tu ne dois pas de l'impératif juridique, c'est-à-dire voilà, la limite par le glaive institué par le juge. Et donc, on sait que la littérature a souvent mis en scène justement la justice, la loi, le pouvoir, depuis Antigone de Sophocle jusqu'à L'étranger de Camus, en passant par bien d'autres mises en scène littéraires. Et de l'autre côté, le droit emprunte aussi une certaine rhétorique, une certaine éloquence et même une certaine ressource imaginative, pourquoi pas très multiple, et a des liens évidemment avec la fiction et l'émotion. Pour en parler avec nous, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau Maître Romain Lehmann, bonjour, qui exerce son activité d'avocat au barreau de Lille. Oui. Maître, vous intervenez notamment en contentieux commercial et droit pénal. Vous avez d'ailleurs fait une partie de vos études ici à la faculté de droit de l'Université catholique de Lille. Et après un Master 2 en droit des assurances à Paris, vous exercez actuellement le droit des affaires au cabinet Bignon-Lebray. C'est exact. Et vous avez également, c'est directement lié à notre thème du jour, remporté le concours d'éloquence des avocats, la conférence du jeune barreau en 2016. Le sujet que vous aviez choisi de traiter parmi trois sujets proposés, imposés aux candidats, était une citation « La justice, c'est quand on gagne le procès ». Une citation de Samuel Johnson, qui était d'ailleurs à la fois un poète, un essayiste du XVIIIe siècle, donc du côté de la littérature, et en même temps docteur en droit, donc du côté de la loi. Alors, ma première question est un peu générale. Vous allez nous éclairer sur ces liens peut-être qui existent, les différents liens qui peuvent exister entre droit et littérature. Oui, effectivement, vous venez de le rappeler, j'ai été honoré par mes pairs lorsque j'ai remporté le concours de la conférence sur un thème qui m'avait permis d'approcher justement cette notion de liaison entre le droit et la littérature, puisque l'auteur lui-même n'était pas un juriste en tant que tel, mais un véritable littéraire. Et hier, j'étais encore au Conseil de l'Ordre et j'ai entendu le président du tribunal de grande instance se plaindre du fait que l'installation des box vitrées dans des salles correctionnelles ait été faite sans absolue concertation et uniquement sur décision de la chancellerie. Et il a cité Meursault, c'est-à-dire le personnage de L'étranger de Camus, et en le citant comme référence. Si bien que, immédiatement, vous pouvez tout de suite retrouver des références littéraires dans une réflexion juridique qui est propre, encore aujourd'hui, à nos grands principes. Le procès équitable, la présomption d'innocence, pour ce qui est de l'installation de box vitrées, c'est-à-dire l'installation d'un prévenu ou d'un accusé dans une cage de fer, si vous voulez, ou même derrière des barreaux, lors de son audience publique. Donc la parenté entre droit et littérature n'est pas fortuite. Parce que si on peut voir tout de suite une antonymie entre le droit, qui est la généralité du précédent, ou l'abstraction de la loi, et quelque chose de très universel. Très universel, oui. Et faire une séparation étanche avec la littérature qui, elle, est l'infini nuancier des destinées individuelles, pour reprendre l'expression de Mona Ozouf, ou qui cultive l'ambiguïté de ces personnages. Tout de suite, vous apparaît une contradiction totale. Oui. Néanmoins, je pense que cette vision est sommaire, parce que le droit
peut être abordé sous l'angle de la littérature de différentes façons. Vous avez le droit de la littérature. C'est ce qui va intéresser le juriste proprement dit, c'est le droit d'auteur, c'est la réglementation publique des prêts de livres en bibliothèque municipale, c'est la liberté d'expression ou, pourquoi pas, l'histoire de la censure. Le statut du livre dans l'espace public. Absolument. Le livre de poche, par exemple, a fait l'objet d'une réglementation et on s'en réjouit tous puisque ça permet un plus grand accès à tous, plus démocratique de la littérature. Jack Lang avait même d'ailleurs donné un tarif pour le livre unique. Il y a des lois donc, qui réglementent effectivement l'accès à la... C'est exactement ça, le droit de la littérature, disons. Et après, vous avez le droit comme littérature. Parce que, en lui-même, le droit, par ses penseurs, par ses écrivains du droit, peut porter des forces centrifuges qui ressemblent à des formes littéraires. Lorsque l'ancien article 1382 du Code civil énonce « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige par la faute duquel celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », c'est une maxime proprement littéraire. L'ancien juriste Pothier disait on lit les bœufs par les cornes et les hommes par la parole. Ou encore il disait, ce qui est très poétique, boire, manger, coucher ensemble, ces mariages, ce me semble. Vous voyez une sorte de poésie qu'il y a à inscrire dans une forme littéraire une prescription légale quasiment. Donc il y a comme un style presque qui transparaît dans les textes de loi qui sembleraient plutôt au contraire des normes, des règlements, des codifications. Donc il y a le style dans le style juridique Le style compte. Le bonheur de plume permet une plus grande intelligibilité du droit. Et on ne se fera pas néoconservateur ou réactionnaire basique et très simple, mais aujourd'hui, on peut regretter que la profusion des lois, l'internationalisation parfois d'un trop grand nombre de règles rendent inintelligibles certaines lois, ce qui rend d'autant plus important le rôle du juriste, mais parfois suscite une sorte d'incompréhension du plus grand nombre face à la règle de droit. Il faudrait faire des commentaires de textes comme on fait en littérature, de textes de loi pour les commenter, expliciter, recueillir toute la substantifique moelle justement du texte, la subtilité des discours, des choses comme ça. C'est le rôle de la doctrine, mais c'est vrai qu'elle manque parfois de sens démocratique, c'est-à-dire qu'elle s'adresse vraiment à un public spécialisé. Qui connaissent les techniques et le vocabulaire précis. Donc ça, c'est le droit comme littérature. Et puis enfin, troisième appréhension du sujet, et c'est exactement ce que fait le grand professeur François Host, et plus proche de nous, François Host qui était en Belgique, plus proche de nous, un confrère qui s'appelle Nicolas Dissot, qui a créé la revue Droit et littérature justement en 2017, donc c'est très récent, et vous avez des objets d'études qui prouvent l'actualité de cette matière de plus en plus abordée, de plus en plus étudiée, entre droit et littérature, encore une fois. C'est Nicolas Dissot, notre confrère. Très bien. Et ça, le droit dans la littérature questionne véritablement sur le sens profond de la justice, de la démocratie, et donc on a une approche philosophique, mais par les textes littéraires. Donc ce n'est pas totalement intellectuel, et l'ambition est de dire que la culture que porte en elle-même la littérature appréhende le droit. Donc les liens entre droit et littérature, encore une fois, ne sont pas totalement séparés. Voilà. Donc l'idée est là. Maintenant, est-ce que cette vision-là d'une étanchéité entre les deux matières est-elle sommaire? Je le pense, parce que le droit, si on dit que la littérature est le miroir de la société, le droit peut également le devenir. En tout cas, il l'est nécessairement, puisqu'il met en place des règles qui sont en rapport avec la société. Mais il a en lui-même des forces centrifuges. Lorsque vous avez un juge qui est confronté à une situation humaine, il va chercher à appliquer la règle de droit. Mais l'homme en lui-même est porteur de ses drames, de ses tragédies, de son histoire en tout cas, et le juge ne peut pas totalement
et uniquement lui appliquer une règle de droit. Il va devoir s'adapter. Et c'est toute la difficulté d'un procès, ou en tout cas l'opportunité d'un procès, parce que on questionne le pouvoir de juger. Oui. Oui. Et là, l'homme en lui-même se présente avec tout son esprit, son cœur, et s'il a un masque, en tout cas, il va tomber très rapidement. Ça, c'est tout l'objet du procès. D'accord, maître. Vous avez cité tout à l'heure François Host, juste un mot sur lui, parce qu'il a écrit un texte très intéressant qui s'appelle « Raconter la loi aux sources de l'imaginaire juridique ». Et justement, ma question, ça serait peut-être, à quel texte littéraire vous êtes sensible, vous, qui justement sont peut-être les textes littéraires les plus intéressants pour percevoir justement soit les failles du système juridique, soit la mise en scène d'un procès Alors justement, je parlais du procès. Antigone de Sophocle est une tragédie pensée comme un procès. D'accord. Vous avez tout. Vous avez l'acte d'accusation qui est porté contre Antigone, c'est-à-dire qu'elle s'est rendue en dehors de la cité pour porter honneur à son frère Polynice, alors que Créon, roi de Thèbes, avait interdit toute forme d'honneur rendu à Polynice qui avait été traître à sa patrie. Vous avez, dans Sophocle, Antigone, vous avez les procès-verbaux de police. Sophocle est pris en flagrant délit par les gardes de la cité. Et ils vont dresser procès-verbal. Vous avez l'acte d'accusation, je l'ai dit, vous avez l'interrogatoire d'Antigone. Et là, toute la confrontation, et c'est ce procès à huis clos qui est assez terrible, entre Créon, qui lui dit « mais tu ne peux pas bafouer les règles de la cité que j'ai édictées », et Antigone qui en appelle au droit naturel, au droit de la sœur pour son frère. Donc toute cette confrontation est celle que l'on dit du droit naturel et du droit positif, mais qui rejaillit au cours de son procès. D'accord. Ouais. Et puis, le procès n'est pas une finalité en soi, en elle-même, parce qu'il va laisser un sillage qui traverse les âges. Et lorsque Antigone est condamnée, elle est condamnée à être emmurée vivante, elle va être retrouvée pendue par son amant, Aimon, qui est le fils de Créon. Et Aimon, lorsque Créon arrive pour essayer de sauver la situation et sauver son fils, Aimon se sacrifie par amour pour Antigone. Et là, toute l'opinion publique, si vous voulez, qui était pour la loi de la cité imaginée par Créon et instituée par elle, se retourne contre son législateur. Et donc, vous voyez, toute la catharsis est là, dans la tragédie de Sophocle, et qui est véritablement un procès. Vous alliez avoir une question. Non, mais en tout cas, là on est vraiment au cœur, justement, du lien presque embarqué ensemble entre droit et littérature, c'est-à-dire que la tragédie elle-même porte à nu les règles d'un système où la condition humaine et les règles de la société se confrontent au plus intime de la vie de personnages. Et donc, ça a vraiment un rôle, j'imagine, très important à vos yeux, cette possibilité que la littérature offre justement de mettre en scène au plus profond les failles, les limites d'un système. Bien sûr, et on peut avoir... par exemple, dans Hugo, Les Misérables, on peut lire l'acte d'accusation porté, le plaidoyer porté par Hugo contre tout ce qui a trait à la pénalisation de la société et à le mépris porté à un acte de confiance entre la société et un individu qui a pu avoir un acte délinquant, mais qui s'amende au fil du temps. C'est la prescription. L'oubli est une part essentielle pour que l'homme puisse un jour être absous, si vous voulez. Or, aujourd'hui, la prescription se trouve de plus en plus allongée. On a un problème de médiatisation omniprésente du rapport entre médias donc, et justice. Et on a une omniprésence de l'opinion publique par rapport à qui va juger finalement. Est-ce que c'est véritablement le juge ou les médias ou l'opinion publique un délinquant ou un accusé que l'on jette en pâture comme ça en face des caméras. Est-ce que c'est une forme de dérive, ça justement, de ce que Foucault appelait peut-être la société punitive, la société pénale? Enfin, on a l'impression que là, on touche aussi aux limites justement de cette vision de la justice
tels que peut-être les écrivains eux-mêmes l'ont déjà interrogé, mis en question. On peut penser aux fables de La Fontaine, par exemple, qui pointaient déjà l'artifice, les limites, l'absurdité parfois aussi de ce système judiciaire. Je suis tout à fait d'accord avec ça, et c'est tout le problème est qu'aujourd'hui, le droit se détachant finalement de toutes ces sources littéraires qui pouvaient préexister dans les enseignements anciens jusque pas si longtemps que ça finalement, il se détache de ces enseignements de culture et devient de plus en plus spécialisé et en oublie qu'il ne peut pas s'auto-générer lui-même, si vous voulez. Oui. Le droit connaît des limites. Or, aujourd'hui, on est dans une profusion de droits, et ce droit qui veut tout s'arroger en termes de codification sociale, parfois dépasse l'absurde, si vous voulez. Ça, c'est tout l'enjeu de Kafka. Le droit se génère par autopoïèse, il devient totalement absurde parce qu'il ne se comprend qu'à l'aune de lui-même. Donc on est face à des juges arbitraires, face à des avocats marrons. Et François Haust l'explique parfaitement comme une déchéance des pronoms personnels. Le « il », c'est le juge, le tiers, qui est en fin de compte totalement inaccessible. On voit très bien que la littérature antitotalitaire, tout au long du XXe siècle, même avant d'ailleurs, puisqu'elle se nourrit elle-même de ce qu'a pu dire Voltaire, Hugo, etc., a justement eu un rôle sans doute très vif, enfin en tout cas très fondateur, fondamental, pour justement essayer de dénoncer cette dérive d'une justice fermée sur elle-même, qui s'auto-fonde et qui n'a plus justement la respiration extérieure. À vous entendre, Maître, on pense aussi que toute notre culture occidentale ou européenne et démocratique vient aussi le procès de Socrate, comme voilà, tous ces textes se nourrissent les uns les autres. Il ne faut pas oublier aujourd'hui peut-être toute cette culture littéraire qui est peut-être la base, la source aussi de la culture juridique classique. Oui, et vous parlez de Socrate. Ce qui est essentiel dans Socrate, c'est que les valeurs que les juges portent sont mises en accusation par Socrate lui-même. En fait. C'est vrai, c'est vrai. C'est le procès de la justice dans le procès de Socrate, par Socrate. Et c'est le procès de rupture que Jacques Vergès a théorisé, disons, au XXe siècle. Et donc on retrouve cette continuité-là. Et je pense que la forme littéraire permet de mieux faire passer un message et d'assigner des limites au droit lui-même. Si on prend Bulgakov, qui est l'auteur interdit dans l'Union soviétique, ou Vassili Grossman, qui dénonce la machine soviétique totalitaire, ce sont à chaque fois, ils sont toujours vus comme des ennemis finalement de la pensée politique. Et Platon, si on revient aux antiques, Platon avait interdit la tragédie, parce que les tragédiens par leur exposé d'une histoire, pouvaient questionner l'ordre intérieur de la cité. Et donc, ils étaient fauteurs de troubles. De Socrate à Solzhenitsyn, on a une sorte d'histoire des dissidences aussi, d'une certaine façon, qui se met en place. Quel conseil de lecture vous donneriez, justement? Quel choix vous feriez parmi, on l'a vu, cette immense ressource littéraire sur le monde pénal, sur la justice, sur la société, sur le politique? Quel conseil vous donneriez à je pense que le procès de Kafka me paraît essentiel, parce qu'il est le plus proche... non, vous avez L'étranger de Camus aussi, bien sûr, qui lui renvoie dos à dos le nihilisme de Sade et l'angélisme de Saint-Just. C'est-à-dire, Sade disait ouvrez les prisons ou prouvez votre vertu, et Saint-Just, personnage révolutionnaire, qui disait prouvez votre vertu ou entrez en prison. Et ça, L'étranger de Camus fait la synthèse, tout en regrettant que la liberté individuelle ne soit pas plus sauvegardée finalement par le personnage de Meursault. Et ça, c'est tout de même fondamental. Mais il y a une continuité finalement dans l'histoire de la pensée. Et donc L'étranger de Camus, Kafka, Sophocle, Antigone, même celui de Jean Anouilh, pourquoi pas, est fortement intéressant. La tête des autres de Marcel Aimé, qui est une pièce de théâtre assez courte, rappelle que le juge peut s'arroger un pouvoir qui dépasse l'entendement et qui ramène de manière cynique à son pouvoir, à l'époque, de donner la mort.
Or, si vous prenez ce combat-là contre la peine de mort, il est à proprement parler, jusqu'en 81, littéraire. Oui, c'est vrai. Ouais. Hugo... Porté par des grandes figures de la littérature. Hugo, Lamartine, pour ne citer que. Et Lamartine disait « Vains efforts, périlleuse audace, me disent des amis aux gestes menaçants. Le lion même fait-il face lorsque sa langue a léché du sang ?» C'est-à-dire qu'il se rendait compte lui-même du désarroi face auquel il se trouvait pour lutter contre la peine de mort, alors que c'est l'entendement même, c'est-à-dire que personne ne peut condamner irrémédiablement une vie humaine. C'est vrai. Merci beaucoup, Maître, pour toutes ces analyses et tous ces conseils. Je me permets de citer quelques ouvrages complémentaires, notamment les travaux de Mireille Delmas-Marty, qui a beaucoup travaillé aussi sur ces questions de lien entre droit et littérature, qui est professeure au Collège de France et qui est une grande spécialiste du droit international. Donc elle a fait toute une série d'ouvrages, j'en ai deux ici. Et puis il y a les travaux aussi de Philippe Reynaud, alors qui ne sont pas directement sur l'avocat et l'écrivain comme nous avons fait, mais qui sont plutôt sur le juge et le philosophe. Mais finalement, on n'est pas non plus très loin des questions qu'on a abordées en parlant notamment de Socrate, par exemple, ou tout le combat antitotalitaire. Voilà, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci à tous. À très bientôt pour une prochaine émission. Merci.